Donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de monnaie. Oui, on va parler aujourd'hui de cette mode, parce qu'on peut dire que c'est une mode, des monnaies locales et des monnaies complémentaires. Bon, alors là j'ai eu ce rapport là de l'Institut Veblen pour les réformes économiques qui s'appelle l'impact socio-économique des monnaies locales et complémentaires. C'est une étude très complète justement sur l'émergence de toutes ces monnaies dans le monde entier, en France aussi, il y en a plein, et sur leur effet sur l'économie réelle, l'économie locale, etc. Parce que, moi je m'interroge depuis très longtemps sur les monnaies locales et les monnaies complémentaires, parce que, comme vous le savez, le système qu'on a, le système de la monnaie monopolistique, l'euro, ça met quand même pas mal de problèmes dans la société. Donc on peut se dire, voilà, on va faire une monnaie locale et puis on va sortir de ce système-là qui ne fonctionne pas, qui endette tout le monde, qui permet la spéculation à outrance, etc. Bon, très bien, bonne idée de départ. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Alors ce rapport, il nous dit quand même pas mal de choses. Il nous dit que les expériences qui existent, il y a d'une part les monnaies qui restent en dehors du circuit classique, comme par exemple les CEL, les systèmes d'échange locaux, qui ne créent pas véritablement de monnaie. Et puis il y a toutes les autres monnaies qui sont des monnaies convertibles. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir d'abord des euros et elles gardent un taux de convertibilité constant avec l'euro. Donc, la plupart des monnaies qu'on voit qui se créent en France en particulier, elles sont adossées à de l'euro. C'est-à-dire que pour avoir ces billets-là de monnaie complémentaire qu'on peut ensuite utiliser localement, eh bien, il faut les acheter avec des euros. Comme si on achetait, je sais pas, des tickets restaurants ou des bons d'achat pour aller acheter quelque chose dans un magasin. Alors, la grosse qualité de ces monnaies locales, et ce sont vraiment les arguments qui sont développés par tous les gens, tous les activistes qui soutiennent cette méthode, c'est que cette monnaie-là, on ne peut la dépenser que dans la commune, dans la région, dans la localité où cette monnaie est créée. Voilà. Et donc le gros intérêt de ça, c'est que en général, les municipalités qui mettent ça en place et les groupes d'activistes qui mettent ça en place font une charte, écrivent une charte qui, en général, propose des valeurs liées à l'écologie, liées au lancement, au relancement, à favoriser l'économie locale, et qui font signer cette charte-là aux différents magasins, aux différents commerces où cette monnaie-là va être acceptée. Et donc ça permet d'orienter la dépense des gens vers une certaine forme de consommation, voilà, dans les magasins bio, dans des entreprises qui respectent les éléments de la charte, voilà, des choses d'éthique, etc. On les appelle aussi des monnaies éthiques souvent. Et puis alors, la deuxième grosse qualité, évidemment, de ces monnaies-là, c'est que les gens qui mettent ça en place, ils réfléchissent. Ils réfléchissent à qu'est-ce que c'est que la monnaie de dette, ils comprennent ce que c'est que la monnaie de dette, et ils se disent, effectivement, on est obligé d'avoir des euros pour acheter nos petits billets, là, mais n'empêche que nos euros, on va les mettre en dépôt dans une banque éthique, c'est-à-dire dans une banque où ils vont pas être utilisés à faire de la spéculation sur les marchés financiers ou à financer des guerres, ils vont être sur des comptes où ils vont servir à financer aussi des projets éthiques. Donc, d'une certaine façon, il y a des euros quelque part qui restent là dans le circuit économique, et puis il y a cette nouvelle monnaie qui circule dans le circuit local. Bon. Et évidemment, pour arriver à faire ça, il faut réfléchir, il faut comprendre la monnaie, il faut se dire, voilà, il faut faire vraiment une démarche citoyenne. Et ça, c'est fabuleux, c'est extrêmement intéressant, dans la mesure où les gens qui mettent en place ces monnaies-là le font et se disent, voilà, on a compris quelque chose, on va essayer de changer le monde avec la monnaie. Alors, que nous dit le rapport ensuite ? Il nous dit que ça marche pas si bien que ça. Ça marche pas si bien que ça. Je vais vous lire un petit bout là. Pour toute utile qu'elle soit, donc il parle là du sol violette à Toulouse, il parle de différents systèmes mis en place un petit peu partout en France. On peut soupçonner que l'effet éducatif, là dont on vient de parler, et la promotion des valeurs alternatives, c'est-à-dire voilà la charte éthique, la charte écologique, ne suffiront pas pour pérenniser les projets eux-mêmes.
Alors, il précise, un intellectuel militant peut se satisfaire d'aider au démarrage de nouveaux projets, mais les acteurs locaux sont quotidiennement confrontés aux questions de la viabilité de ces projets-là et de la pérennité de ces projets-là. Alors par exemple, il y a des dispositifs autonomes, les CEL par exemple, mais dans d'autres systèmes, je pense particulièrement aux monnaies locales complémentaires, qu'on peut abréger en MLC, il y a aussi les entreprises, il y a les collectivités territoriales, il y a les fondations, il y a les structures d'économie sociale et solidaire, il y a les associations, les collectifs d'habitants, etc. Et puis, il y a les autorités monétaires et politiques qui peuvent se poser des questions sur ces monnaies-là. Parce qu'il n'y a rien pour couvrir la législation. Et vous savez que la grande occupation des politiciens et des autorités, c'est de contrôler. Et donc, évidemment, là, ils ne savent pas trop. Il n'y a pas vraiment de législation. Donc, évidemment, c'est la conclusion en tout cas de ce rapport, il s'ensuit que toute perspective d'une montée en échelle de ces projets entraînera de nouvelles discussions sur la légitimité et le sens même de ces projets. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi bien être autorisés parce qu'ils respectent les règlements et les règles du code monétaire, c'est-à-dire rester dans une communauté où chaque membre est identifiable, ne pas s'étendre, ne pas faire concurrence à la monnaie monopolistique de l'État, c'est-à-dire de la communauté européenne, c'est-à-dire à l'euro, ne pas faire de concurrence à ça, et puis si jamais ça sort de ce cadre-là, c'est très facile de les interdire. Bon, et donc, il y a un petit tableau aussi là qui est là que vous pourrez retrouver. Je vais vous mettre les coordonnées. Vous trouvez ça sur Internet. Alors, il y a 4 ou 5 exemples de monnaies locales complémentaires comme ça qui ont vraiment eu un succès populaire. Alors la plus grande, la plus connue, là, c'est le Chiemgauer qui est en Allemagne. Et là, les chiffres, voilà, vous pouvez les regarder. Le Chiemgauer en Allemagne, c'est la plus grosse monnaie en circulation. Il y a 520 000 euros en circulation pour 3200 particuliers, 600 entreprises et 200 associations. Et donc ça fait une moyenne de 130 euros par personne, enfin par entité qui utilise cette monnaie-là. La deuxième, la plus importante, c'est à Bristol en Angleterre, le Bristol Pound. Il y a 320 000 équivalents euros, 320 000 pounds, pardon, ça fait donc un petit peu moins de 300 000 euros en circulation, pour 1200 particuliers et 420 entreprises, c'est-à-dire pour 1620 comptes ouverts, et donc ça fait 197 euros chacun. Voilà, c'est ça la masse monétaire réelle des plus grosses monnaies complémentaires d'Europe, hein. Alors il y a un truc intéressant, c'est le budget annuel d'entretien de ces monnaies-là, qui évidemment n'est pas payé ni payable en monnaie locale, mais qui est payable en euros bien sonnant et trébuchant. Et donc là, par exemple, pour les 320 000 euros de la Bristol Pound, il y a 84 000 euros par an de budget annuel, de frais d'entretien. Alors bon, voilà, la monnaie qui a le plus de succès en France, c'est le SCO. Parce que dans le Pays Basque, il y a aussi un petit côté, voilà, on est entre nous, les Basques. Bon, c'est vrai que c'est un élément de souveraineté, hein, de posséder sa propre monnaie, d'émettre sa propre monnaie. Donc évidemment que dans une communauté comme le Pays Basque ou la Bretagne ou l'Alsace, ça peut être très tentant pour les élus locaux de se dire on va reprendre le pouvoir sur notre monnaie. Mais bon, il faut, pour être admis par les autorités, il faut que la monnaie soit convertible en euros. Donc il faut qu'il y ait ça peut pas être une monnaie créée de toutes pièces. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors pour le SCO, par exemple, il y a 245 000 euros en circulation pour 2700 particuliers, 430 entreprises et 115 associations. Donc ça fait environ 75 euros pour chaque compte qui circule, voilà. Et alors le budget annuel, il est de 160 000 euros. Voilà. Alors le budget annuel, à quoi il sert ? Il sert à payer les gens qui s'occupent de la comptabilité, je sais pas, l'entretien des ordinateurs pour tenir tout ça. Il sert à payer évidemment l'impression des billets, parce que la plupart de ces monnaies-là circulent sous forme matérielle. Et il sert surtout, ce budget-là, à payer les codes d'authentification, les codes de sécurité sur chaque billet, qui en général, si c'est fait sur le mode du sol violette, ce sont des codes à bulles, qui sont des petits codes qui sont absolument pas reproductibles. Chaque petit code est indépendant, est
original, est unique, et donc voilà, la petite pastille, le petit code à bulles est collé sur le billet, et donc ça fait que chaque billet est identifiable. Ça coûte très très cher. Alors bon, c'est vrai que quand on voit par exemple le Galeco en Ille-et-Vilaine, alors ce rapport-là, qui est quand même un rapport sérieux, nous dit, voilà, il y a 24 000 € en circulation pour 642 personnes, ça fait 44 € par personne, et il y a 64 000 € de budget annuel. Bon, alors, la conclusion de ce rapport, c'est que c'est très bien d'essayer de relancer l'économie locale. Le problème, c'est que les commerces bio locaux, par exemple, qui sont dans la charte, ils ont en général pas plus de 20% d'approvisionnement local. Tout le reste, ils l'achètent à l'extérieur, justement, de la région. Et pourtant, 80% des achats qui sont effectués par les gens qui achètent ces billets-là, ces monnaies locales, 80% de leurs achats, de leurs transactions, elles sont faites justement dans les épiceries bio locales. Donc, c'est vrai que c'est pas tellement... il apparaît, là, à la conclusion de ce rapport, que c'est pas vraiment un moyen de relocaliser l'économie que de forcer les gens, enfin, que de dire aux gens, voilà, on vous donne de la monnaie, mais vous la dépensez localement. Étant donné que localement, justement, il n'y a pas de produits locaux. Enfin, il y a 20% des produits qui sont locaux. Et donc, la conclusion du rapport, c'est que une monnaie locale... Bon, évidemment, elle incite peut-être des producteurs locaux à produire localement et à se faire payer en monnaie locale. Mais il est très important, parallèlement à l'émergence de ces monnaies, de recréer du tissu économique, du tissu commercial localement. Et donc, de recréer, par exemple, pour l'alimentation bio, de l'agriculture de proximité. Voilà, c'est... La demande de monnaie locale ne suffit pas pour développer l'offre locale. Et donc, en conséquence, par exemple, à Toulouse, l'usage du sol se heurte aux résistances culturelles qui s'expliquent en partie par le manque d'habitude que l'on constate chez les consommateurs. Et donc, même au vu de sa faible circulation, la monnaie locale peut apparaître comme un coût de transaction additionnel. Là, c'est pour les commerçants que le rapport parle. Alors, comment faire ? Comment faire pour que ces tentatives-là d'émancipation s'étendent ? Eh bien, c'est très clair. C'est très clair, et c'est le dernier paragraphe. Écoutez bien. Pour que la monnaie locale puisse contribuer réellement au recentrage de l'économie locale, il faudrait qu'elle circule beaucoup plus massivement qu'elle ne le fait actuellement. Or, le panorama dressé ci-dessus jette un doute sur la stratégie d'augmentation par la voie des campagnes de sensibilisation menées à Bristol, à Toulouse, à Bruxelles et dans d'autres villes. Il est des obstacles institutionnels que seules les institutions pourront lever. Et alors c'est marrant que ça soit mentionné seulement dans la petite conclusion du rapport. Écoutez bien, le seuil institutionnel décisif qu'il conviendrait de franchir réside au niveau des collectivités territoriales et de leur capacité de mettre en circulation une monnaie locale, écoutez bien, gagée sur leurs recettes fiscales futures. En actionnant deux leviers à la fois, d'une part en injectant la monnaie complémentaire par la voie des paiements d'une fraction des salaires des fonctionnaires, des allocations et des commandes publiques en monnaie locale, et d'autre part en assurant la demande en monnaie, en offrant aux habitants et aux entreprises, écoutez bien, la possibilité de s'acquitter d'une partie de l'impôt local en monnaie locale. C'est ainsi que les flux monétaires locaux pourront atteindre des volumes suffisants pour modifier la vie économique des territoires. Alors voilà le secret, voilà le fond du problème. C'est que la monnaie, c'est un des 3 privilèges régaliens du souverain. Pourquoi je vous parle de la souveraineté ? Parce que la souveraineté, c'est le roi, c'est le prince, c'est, en théorie, dans un régime à démocratie représentative, l'État, les élus. La souveraineté, c'est l'individu, si on imagine une société totalement libre, sans centre de pouvoir. La souveraineté, elle a 3 privilèges régaliens. Elle a 1, la sécurité, c'est-à-dire la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, c'est-à-dire le monopole de la violence physique pour faire respecter la loi, c'est-à-dire la police à l'intérieur et l'armée à l'extérieur. C'est ce privilège-là qui est donné, qui
qui est revendiqué par la puissance du souverain. Le deuxième privilège régalien, c'est la justice. C'est le privilège de rendre la justice. C'est le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que dans une démocratie représentative, il y a le pouvoir exécutif, la police, les prisons, qui punit, l'armée, qui contrôle. Il y a le pouvoir judiciaire qui applique la loi, et séparé de ces deux pouvoirs-là, qui eux-mêmes sont séparés l'un de l'autre, il y a le pouvoir législatif qui fait les lois, qui écrit les lois. Bon, vous comprenez? Donc il y a d'une part les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif qui exécute, le pouvoir judiciaire qui fait appliquer la loi et le pouvoir législatif qui écrit les lois, et d'autre part, il y a le privilège régalien de la sécurité, qu'on peut, si on veut, assimiler au pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'armée et la police. Il y a le privilège régalien de la justice, c'est-à-dire, on peut dire que à l'époque des rois et des princes, le roi faisait la loi et appliquait la loi. Et il y a le troisième privilège régalien qui, à lui seul, permet de financer les deux autres, et donc d'exercer les deux autres, c'est le pouvoir de la création monétaire. Le privilège du roi, c'est de mettre sa tronche sur des rondelles en ferraille et de payer tout le monde avec ça. C'est ça le privilège régalien de la monnaie, c'est tout. Donc évidemment, celui qui dispose du privilège régalien d'imprimer la monnaie et de dire à tout le monde, vous utilisez la monnaie, c'est moi qui la donne, et je vous achète ce que je veux avec cette monnaie-là, c'est le privilège du souverain. De fait. Donc là, on est en fait dans une lutte qui est à un niveau assez peu visible, mais on est dans une lutte profonde pour la possession du privilège régalien de l'émission des unités monétaires qui permet à celui qui en dispose de financer, de payer tout le reste. Et donc, il y a des conflits d'intérêts extrêmement puissants. Il y a des conflits d'intérêts colossaux. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est la prise de conscience que nous sommes face à des souverains, en l'occurrence, en ce moment, le complexe politico-bancaire, qui détient le pouvoir, le privilège de l'usage de la violence physique, par les matraques, par les CRS, par la police, par les armées, et du pouvoir de l'émission monétaire, par le secteur bancaire, qui permet de payer tout ça, de financer tout ça. Donc, nous sommes face aux éléments d'une souveraineté, d'une synergie souveraine entre la politique et l'émission monétaire. Et donc ça, c'est énorme. On n'arrivera jamais à lutter contre ça. C'est impossible. On ne peut pas lutter physiquement contre des gens qui ont la police, l'armée, les prisons, les tribunaux, la bombe atomique et le pouvoir de nous taper dessus. Ça, c'est pas possible. À mon avis, il faut oublier ça. Et donc, par contre, on peut, sans lutter, sans conflit, sans combat, créer nos propres systèmes alternatifs. Et tout comme un adolescent qui un beau jour dit à ses parents « Écoutez, à partir d'aujourd'hui, je suis assez grand pour prendre mes décisions, je cesse de vous obéir, je suis un homme libre, je suis un peuple libre, et je fais ce que je trouve bon pour moi et pour autrui en mon âme et conscience », eh bien, essayons, c'est ce que nous sommes en train de faire, hein, nous essayons en ce moment de trouver cette démarche mentale qui consiste à dire « Merci, vous avez été nos maîtres pendant des siècles, vous avez émis la monnaie à notre place, vous nous avez contrôlés, vous nous avez fait travailler pour vous alors que vous ne faisiez que émettre des pièces ou émettre des billets ou émettre des chiffres. Nous commençons à comprendre ce stratagème, cette méthode, ces mécanismes, et donc nous avons décidé de cesser de les subir en mettant en place nos systèmes alternatifs. Et puis, voilà, nous verrons bien, il y a
il y a des tas de tentatives et la monnaie complémentaire ou locale fait partie de ces tentatives. Faites une monnaie locale complémentaire, mais aussi pensez à Bitcoin, pensez à tous les systèmes qui vont se mettre en place dans les mois qui viennent, sur vos ordinateurs, sur vos smartphones. Pensez à toutes les monnaies qui dérivent du Bitcoin, Frycoin, Namecoin, etc. Pensez à toutes ces monnaies qui sont en train de se mettre en place, des monnaies libres, à dividendes universels, peu importe. Pensez au système sur lequel je suis en train de travailler, que je vais vous présenter là dans quelques semaines, qui consistera à avoir chacun son compte sur son téléphone et à simplement noter ses transactions, sans centre d'émission, comme un système de mesure, partagé, équilibré. Et donc, tous ces systèmes-là émergent en ce moment. Et après, ma foi, les systèmes les plus vertueux, les plus équilibrés, les plus populaires, les plus libres, les plus équitables, les plus fraternels, ces systèmes-là seront adoptés par des gens ou pas, et chacun fera ce qu'il veut en son âme et conscience. Voilà. Mais le nœud, le fond du système, ça n'est pas d'échapper à la domination monétaire, c'est d'échapper à la collusion entre la domination par l'émission monétaire et la domination par l'usage de la menace, de la violence physique. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et là, dans les semaines qui vont venir, dans les prochains mini-shows, on va parler de ça. Parce que, je ne voudrais pas anticiper, mais la menace de dire, voilà, on arrête de discuter maintenant, je vous fous un coup de matraque sur la gueule, on comprend assez facilement que c'est le degré zéro de la négociation. C'est le degré zéro du dialogue. Ça n'est pas producteur d'intelligence. Ça n'est pas producteur de compréhension ou de réflexion ou d'innovation. Et donc ça, je crois qu'il va falloir qu'on sorte de cette barbarie-là d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.